Après le déjeuner, James retrouva Zane et Ralph, alors qu'ils avaient tous les trois une période libre. Ils n'avaient pas le temps de remonter dans leur salle commune, mais pas non plus d'urgence à se rendre en cours. Aussi, ils déambulèrent le long des couloirs bondés autour de la cour, en essayant de rester à l'écart des élèves plus âgés. Tout en marchant, ils discutaient de leur cours du matin. « Je t'assure que ce vieux granit a un effet franchement magique sur le passage du temps », expliquait Zane à Ralph en gesticulant dans son excitation. « À un moment, j'aurais pu jurer que son sablier fonctionnait à l'envers. »« Moi, j'ai bien aimé le professeur Flitwick, » dit Ralph en changeant de sujet. « Vous l'avez déjà rencontré ?» Mais Zane n'avait pas l'intention de lâcher le morceau. « En plus, ce mec a des yeux derrière sa perruque. Incroyable dans une école de sorciers de tomber sur un professeur aussi sournois. » « Flitwick, c'est celui qui nous apprend à lancer nos premiers sortilèges et à utiliser nos baguettes, pas vrai ?» demanda James à Ralph. « Oui, et c'était génial. Bien sûr, j'avais trouvé intéressant de lire des trucs sur la magie, mais c'est tout à fait différent de le vivre en réalité. Il a fait léviter son fauteuil, avec les bouquins et tout. »« Quels bouquins ?» s'étonna Zane. « Ceux qu'il a toujours besoin de poser sur son siège pour voir par-dessus le bureau. Ces trucs-là pèsent au moins 50 kilos. Et pourtant, il a fait flotter sa chaise avec tous les livres dessus, simplement en agitant sa baguette. »« Et pour toi, comment ça s'est passé ?» demanda Zane. James grimaça en se souvenant de la ridicule baguette de Ralph. « Pas mal du tout, » répondit Ralph très calme. Il y eut un silence, et les deux autres s'arrêtèrent pour le regarder. « Non, c'est vrai, je vous assure, » insista Ralph. « Bien sûr, je n'ai pas réussi à faire voler des chaises, mais les autres élèves non plus. D'ailleurs, nous devions soulever des plumes, et Flitwick nous a assuré qu'il était très rare de réussir du premier coup. Je n'ai pas été pire que les autres. » Tout à coup, Ralph parut songeur. « En fait, j'ai même été meilleur, et Flitwick m'a félicité. Il prétend que je suis doué. »« Tu as fait voler une plume avec ton gros bâton au poil de Yeti ?» demanda Zane sans y croire. Ralph parut mécontent. « Oui, et je te signale que, d'après Flitwick, une baguette n'est qu'un outil. C'est le sorcier qui la rend magique. Peut-être que j'ai vraiment un don ? Est-ce que tu as pensé à ça, monsieur l'expert en baguette ? D'ailleurs, qu'est-ce qui te rend si sûr de toi ? » « D'accord, je suis désolé, » marmonna Zane. « Surtout, ne pointe pas sur moi ton abominable baguette des neiges. Je veux garder mes bras et mes jambes exactement comme ils sont. »« Oublions ça, » dit James pour apaiser les tensions. Tous les trois se remirent à marcher. « Flitwick a raison. Peu importe d'où vient ta baguette. Tu as vraiment réussi à faire voler ta plume ?» Ralph se permit un petit sourire, qui exprimait une fierté timide. « Oui, jusqu'au plafond. D'ailleurs, elle y est restée. Elle s'est coincée sur une des poutres. »« Génial !» dit James, sincèrement ébloui. Soudain, un élève plus âgé, le cou orné d'une cravate verte, heurta James, l'éjectant de son chemin. Alors que James tombait à la renverse dans l'herbe de la cour, le garçon bouscula également Ralph, sauf que celui-ci était aussi grand que lui et plus costaud. C'est la brute qui vacilla. Ralph ne bougea pas. « Désolé, » marmonna Ralph, tandis que l'autre reculait pour lui jeter un regard noir. « Les premières années doivent dégager le passage, » dit le garçon d'un air très froid, en examinant tour à tour Ralph puis James. « D'ailleurs, Diddle, tu devrais faire attention à tes fréquentations. » Sans attendre de réponse, il contourna Ralph et s'éloigna. « Cette fois, je reconnais bien l'esprit serpentard dont tu m'as parlé dans le train, » dit Zane. « Apparemment, certains n'ont pas bien compris la notion « on est tous amis ». « C'est Trent, » dit Ralph sombrement, en le regardant partir. « C'est lui qui m'a dit que ma game deck était une insulte à mon sang sorcier. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de me l'emprunter. » James l'écoutait à peine. Il était bien plus intéressé par ce que l'autre garçon avait eu d'accroché à sa robe. Il portait un badge qui disait quoi ? « Oh, » dit Ralph. « Tous les serpentards commencent à porter ces trucs-là. C'est Tabitha Corsica qui les a distribués dans la salle commune ce matin. Tiens, regarde. » Ralph chercha dans sa poche et en sortit son propre badge. « J'ai oublié d'accrocher le mien. » James l'examina. Il y avait des lettres bleues foncées sur fond rouge. Le mouvement du progrès, les sorciers contre les mensonges de l'histoire. Un grand X clignotait pour barrer le mot mensonge avant de s'effacer.
Tous les badges ne portent pas la même mention, expliqua Ralph en reprenant l'objet. Il y en a avec le slogan « Remettre en cause ceux qui ont gagné » et d'autres sont encore plus longs et compliqués, et j'ai pas tout compris. C'est quoi un aurore ? Zane intervint. Une fois, mon père a été convoqué pour un travail d'aurore. Il a refusé parce qu'il devait se rendre en Nouvelle-Zélande. D'après lui, si les aurores étaient mieux payés, nous obtiendrions de meilleurs verdicts. Sans rien comprendre, Ralph regarda Zane les yeux écarquillés. James poussa un soupir. Les aurores, expliqua-t-il d'un ton prudent, sont des sorciers et sorcières qui doivent découvrir et arrêter les mages noirs. En quelque sorte, ce sont les inspecteurs de police du monde sorcier. Quelque chose comme ça. Mon père est un aurore. Ton père est à la tête du bureau des aurores. C'est très différent. Intervint une voix étrangère, tandis que passait un groupe. Tabitha Corsica, qui menait ce groupe, regarda James en tournant la tête. « Excuse-moi de t'interrompre. » Tous les autres serpentards se tournèrent aussi avec un sourire étrange. James remarqua qu'ils portaient tous des badges bleus et rouges. « Parfaitement !» dit James d'une voix forte, sans trop savoir ce qu'il cherchait à prouver. « Ton père est le chef de la police des sorciers ?» demanda Zane, qui avait suivi des yeux le groupe serpentard qui s'éloignait, avant de revenir vers James. James hocha la tête avec une grimace. Il avait pu lire sur certains des autres badges « Non à la dictature des aurores »,« Oui à la liberté de l'expression dans le monde magique ». James ne comprenait pas trop la signification de tout ça, mais il avait un mauvais pressentiment. Tout à coup, Zane se retourna et envoya un coup de coude dans les côtes de Ralph. « Tu devrais mettre ton badge, mon pote, sinon tes nouveaux copains vont croire que tu t'amollis. Pas question que tu crois aux mensonges de l'histoire ou que tu te soumettes à l'impérialisme des aurores. » James cligna des yeux, réalisant avec retard ce que Ralph avait dit un peu plus tôt. « Dis-moi un peu, un des serpentards t'a réellement emprunté ta game deck ?» Ralph eut un sourire amer. « Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de Trent, mais en tout cas elle n'est plus dans mon sac, et il n'y avait que mes colocataires à être au courant de son existence. Bien sûr, ils en ont peut-être parlé aux autres derrière mon dos. En tout cas, elle a disparu juste après que je vous l'ai montrée hier. Je suppose que les autres serpentards ont simplement voulu éliminer la fausse magie de notre chambre. » Il soupira. James n'arrivait pas à dissiper le malaise qui pesait sur lui. Il y avait quelque chose de malsain dans le ton mielleux de certains serpentards, dans ces badges bizarres, et même dans cette empreinte d'un jeu électronique moldu. Un des serpentards avait pris la game deck de Ralph. Pourquoi ? Peu après, les trois garçons passèrent devant la vitrine où étaient conservés les trophées des victoires de l'école Poudlard. Zane, qui marchait en avant, s'écria soudain. « Hey, regardez ça, on peut s'inscrire à différents clubs. Pourquoi ne prendrions-nous pas des activités extrascolaires ?» Il se pencha et lut quelques prospectus. « Apprendre à déchiffrer les runes. Prédire votre avenir et celui de vos amis. Découvrir son destin dans les étoiles, bla 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 bla. Le club de constellation, rendez-vous à 11h le mardi soir dans la tour ouest. À mon avis, c'est une parfaite excuse pour traînailler le plus tard possible. Je crois que je vais m'inscrire. » Il prit une plume posée près des parchemins et accrochée à la tablette de bois par une chaînette, puis d'un geste théâtral, gribouilla son nom sur la liste. James et Ralph s'étaient rapprochés. Ralph se pencha en avant, et lui aussi se mit à lire quelques propositions. Le club des débats, le club des échecs de sorciers, le club de Quidditch des 4 maisons. « Quoi ? Où ça ?» demanda Zane. Il tenait toujours sa plume dressée, comme un poignard qu'il s'apprêtait à utiliser. Dès qu'il trouva le parchemin où devaient s'inscrire les futurs joueurs de Quidditch de Serre d'Aigle, il commença à écrire son nom. « Je viens juste d'apprendre à monter sur un balai. À ton avis, James, quelles sont mes chances d'être sélectionné ?» James récupéra la plume et secoua la tête, plutôt amusé. « Tout est possible. Mon père a été attrapeur dans l'équipe Gryffondor dès sa première année. Le plus jeune attrapeur de toute l'histoire de l'école. D'ailleurs, c'est à cause de lui qu'ils ont changé les règles pour les premières années. Avant, il leur était impossible de rentrer si tôt dans les équipes. Maintenant, c'est permis, mais ça reste très rare. » Tout en parlant, James inscrivit son nom sur la liste de l'équipe de Quidditch des Gryffondor.
Les premiers essais de qualification, remarqua-t-il, étaient après les cours, le lendemain. « Et toi, Ralph, vas-tu signer pour entrer dans l'équipe Serpentard ?» demanda Zane en se tournant vers le grand brun. « Allez, courage, fais comme nous !»« Non, je n'ai jamais été doué en sport. »« Toi ?» s'écria Zane avec enthousiasme. Il posa, plutôt maladroitement, son bras sur les larges épaules de Ralph. « Tu es aussi costaud qu'un mur de briques. Tout ce que tu as à faire, c'est te placer devant les buts et d'empêcher le ballon de passer. Évidemment, le problème sera de trouver un balai assez solide pour supporter ta masse. »« La ferme, » dit Ralph. Le visage empourpré, il repoussa le bras de Zane, mais il souriait. « En fait, je vais plutôt m'inscrire dans le club des débats. Tabitha prétend que ça me conviendrait. » James se cligna des yeux. « Tabitha Corsica t'a demandé de faire partie du club des débats Serpentard ? » En réalité, dit Zane en vérifiant la feuille en question, le club des débats n'est pas réparti par maison. Il y a simplement 2 équipes, A et B, qui s'affrontent. Chacune comporte des élèves de toutes les maisons, et même des Américains d'Alma Aleron. « Pourquoi ne t'inscris-tu pas, Ralph ?» demanda James, voyant manifestement que leur ami en avait envie. « Je ne sais pas, je le ferai peut-être, plus tard. »« Oh, regarde !» dit Zane. « Petra est dans l'équipe A. » Immédiatement, il signa également de son nom. James fronça les sourcils. « Tu t'inscris dans le club des débats parce que Petra Morgenstern y est aussi ? Je ne vois pas de meilleure raison. » James éclata de rire. « Je crois que Petra sort déjà avec Ted. »« Mon père prétend qu'une fille ne sait pas quel est son parfum de glace préféré avant de tous les avoir goûtés, » répliqua Zane d'un ton docte en rangeant la plume dans son support. Ralph plissa le front. « Et ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire, répondit James, que notre ami Zane ici présent pense qu'il peut rivaliser avec Ted auprès de Petra. » Les 2 autres regardèrent le jeune Américain, à la fois admiratif et étonné, devant le culot dont il faisait preuve. « Ça veut dire, dit Zane, que Petra ne sait pas ce qu'elle attend d'un homme avant d'en connaître plusieurs. D'un côté, je fais ça pour son bien. » Ralph le considéra un moment. « Je te rappelle quand même que tu n'as que 11 ans. » Zane et Ralph se mirent en route, mais James resta en arrière. Du coin de l'œil, il venait de remarquer une photo dans la vitrine des trophées. Il se pencha en avant et mit ses 2 mains en coupe contre la glace, pour ne pas être trop gêné par les reflets du soleil. C'était une vieille photographie, en noir et blanc, dont les personnages s'agitaient, comme toujours dans le monde des sorciers. Il s'agissait de son père, plus jeune, plus mince, avec ses cheveux noirs ébouriffés et sa cicatrice, si célèbre sur le front. Le jeune Harry Potter souriait nerveusement, ses yeux bougeant de droite à gauche, comme s'il refusait de croiser le regard de ceux qui étaient derrière l'appareil. Près de lui, sur la photo encadrée, il y avait une très haute coupe d'argent, avec une sorte de cristal pâle qui brillait au-dessus et formait une aura tourbillonnante. James lut la plaque gravée sous le trophée. Coupe des 3 sorciers, gagnée conjointement par Harry Potter et Cédric Diggory, élèves de Poudlard, maison Gryffondor et Poufsouffle, au cours du tournoi des 3 sorciers tenu à l'école Poudlard, avec la coopération de l'Institut Durmstrang et de l'Académie de magie Beaubaton. Il y avait d'autres inscriptions, mais James n'y prêta pas attention. Il connaissait l'histoire. Le nom de son père avait été rajouté de façon frauduleuse par un mange-mort nommé Croupton. À la fin du tournoi, les 2 gagnants, Harry et Cédric, avaient été envoyés par porte au loin, jusqu'à la tanière de Voldemort, permettant ainsi à l'esprit néfaste du mage noir de retrouver une enveloppe corporelle. Pas étonnant que son père ait paru aussi mal à l'aise sur la photo. Harry n'avait pas eu l'âge requis pour participer au tournoi. Il était le 4e élément du trio officiel et personne ne croyait en ses dénégations d'innocence. Tous ceux qui l'entouraient étaient persuadés que Harry Potter avait triché, au mieux, ou utilisé de la magie noire, au pire. James examina ensuite celui qui se tenait de l'autre côté de la coupe, Cédric Diggory. Contrairement à Harry, le garçon avait un sourire authentique et paraissait heureux. James n'avait jamais vu de photo de Cédric auparavant, mais il lui semblait pourtant le connaître. Il connaissait son histoire, il savait que le jeune homme était mort dans ce cimetière où Voldemort les avait attirés, son père et lui. C'est le puissant sorcier lui-même qui avait tué Cédric. Harry parlait très rarement de cette nuit-là.
Et James avait cru comprendre pourquoi. Il poussa un soupir, puis courut rejoindre ses deux amis. Plus tard ce même jour, quand James se retrouva dans sa chambre, afin d'échanger ses livres pour ceux de défense contre les forces du mal, il trouva Aristo qui l'attendait et grattait impatiemment à la fenêtre. Il lui ouvrit, récupéra la lettre accrochée à la patte de la chouette et la lut. « Cher James, ton père et moi sommes enchantés de voir que tout se passe bien pour toi. D'ailleurs, nous n'en doutions pas. Ton oncle Ron m'a chargé de te transmettre ses félicitations pour avoir été admis chez les Griffons d'Or. Bien sûr, nous sommes tous fiers de toi. J'espère avoir très vite des nouvelles de tes premiers cours. Je veux aussi te prévenir directement d'une nouvelle que nous venons d'apprendre. Ton père a été convoqué à Poudlard pour une réunion avec les sorciers américains, au sujet de la sécurité internationale et autres points d'intérêt général. Je resterai à la maison avec Albus et Lily, mais tu verras ton père dans une semaine. J'espère que tu manges autre chose que des sucreries, que tu portes régulièrement des robes le soir et que tu te laves au moins une fois par semaine. Je plaisante. En fait, pas tellement. Je t'embrasse très fort, maman. » James replia sa lettre et la rangea dans le livre qu'il avait à la main, avant de dégringoler les escaliers. À l'idée de voir son père la semaine suivante, il éprouvait des sentiments mitigés. Bien sûr, il était content de le retrouver et de pouvoir lui présenter ses nouveaux amis, mais il craignait aussi que cette visite accentue la difficulté pour lui d'exister, dans l'ombre que représentait la célébrité de son père. En fait, il était enchanté que Zane et Ralph soient nés moldus, ce qui les rendait moins sensibles à la légende de Harry Potter. Tandis qu'il rejoignait la file des élèves qui attendaient devant la classe de défense contre les forces du mal, James remarqua d'autres badges que portaient les Serpentards accrochés à leurs robes. Le mouvement du progrès contre l'oppression dans le monde magique, lut-il. Tout à coup, il ressentit un choc au cœur, en remarquant un journal épinglé au mur près de la porte. « Harry Potter et la délégation des sorciers américains », annonçait le titre de l'article. En dessous, en caractères plus petits, il était indiqué « Le directeur du bureau des Aurores rencontrera les représentants américains à l'école Poudlard pour une cérémonie. De nombreuses questions de sécurité internationale seront évoquées. » Accroché au journal, de façon à cacher la photo de Harry Potter adulte et souriant, il y avait un autre badge bleu et rouge. Remettre en cause ceux qui ont gagné. Le point d'exclamation clignotait. « Allez, viens !» dit Ralph en rejoignant James. « Nous allons être en retard. » Tandis que les deux garçons se frayaient un passage dans la salle bondée et trouvaient 2 sièges au premier rang, Ralph se pencha vers James. « C'est ton père qui est sur le journal ?» James avait espéré que Ralph ne remarquerait rien et il lui jeta un coup d'œil. « Oui, je viens juste de recevoir une lettre de ma mère qui me prévient de sa visite. Il sera là au début de la semaine prochaine, pour une réunion top niveau avec les Américains. Du moins, j'imagine. » Ralph ne répondit pas, mais il avait l'air mal à l'aise. « Tu le savais déjà, c'est ça ?» chuchota James, tandis que les bavardages dans la classe se faisaient plus rares. « Non, » marmonna Ralph. « Du moins, pas vraiment. Mais de toute la journée, les autres Serpentards n'ont pas arrêté de parler d'une contestation à venir. Apparemment, ça concerne ton père. » Bouche bée, James regarda son ami. Ainsi, voilà ce que manigançaient Tabitha Corsica et ses troupes, malgré leur sourire aimable et leur beau discours. De toute évidence, les tactiques des Serpentards avaient changé, mais pas leur mauvais esprit. James serra les lèvres et se tourna vers le bureau. Le professeur Franklin s'en approchait, et le professeur Jackson marchait avec lui, son sac de cuir noir à la main. Il parlait d'une voix basse et insistante. « Bonjour à tous, » dit Franklin d'une voix brève. « Je présume que vous avez déjà rencontré le professeur Jackson. Veuillez nous excuser un moment. » En tournant la tête, Jackson surveilla les élèves assis dans la classe, le visage aussi figé que du granit. De toute évidence, pensa James, le surnom que Zane avait inventé pour le sorcier lui convenait parfaitement. Puis, Franklin se tourna vers Jackson et lui parla à voix basse. Semblant mécontent de ce qu'il entendait, Jackson posa son sac par terre devant lui, afin de libérer sa main pour gesticuler. James examina le sac, qui n'était qu'à 50 centimètres environ de lui. Jackson gardait en permanence avec lui ce sac, qui ne présentait aucun intérêt apparent. Dans ce cas, pourquoi le surveiller d'aussi près ? Il tenta de ne pas écouter la conversation, manifestement privée entre les deux professeurs, mais il ne put s'en empêcher.
Il entendit 2 mots, caverne et Merlin. Une troisième voix stridente intervint brusquement. « Professeur Jackson ?» disait cette voix, qui n'était pas puissante, mais résonnait cependant d'une autorité certaine. James tourna la tête pour examiner celle qui parlait. Il s'agissait de Madame Delacroix, debout entre les 2 battants de la porte, son regard aveugle passant sur la tête des élèves. « Je dois vous signaler que vos élèves vous attendent. Vous êtes toujours si... » Le nez en l'air, elle sembla chercher le mot exact. « Strict au sujet de la ponctualité. » Sa voix avait un léger accent, qui semblait mêler le français et un accent du sud des États-Unis. Après un dernier sourire un peu vague, elle se retourna, tapota de sa canne le sol devant elle, puis disparut dans le couloir. Le visage du professeur Jackson durcit encore, tandis qu'il regardait l'emplacement désormais vide où la vieille sorcière s'était tenue. Il jeta un coup d'œil insistant en direction de Franklin, puis baissa les yeux et récupéra son sac. En le soulevant, il se fit Jeannette. Du coup, James ne put s'empêcher de regarder ce qui se passait. Le sac venait de s'ouvrir, ses clapets de cuivre brillant étaient relevés. Entre les 2 mâchoires de cuir noir, on apercevait ce qu'il y avait à l'intérieur. Du moins de sa place, James le pouvait. Personne d'autre ne semblait s'y intéresser, sauf lui et le professeur Jackson. Le grand sorcier se pencha et referma son sac avec soin, de sa main énorme aux jointures noueuses. De son bref aperçu, James n'avait remarqué qu'un tissu sombre et épais, soigneusement plié. Lorsqu'il leva les yeux, Jackson se redressait, le visage rigide et sombre. James tenta de détourner le regard, mais il fut trop lent. Jackson l'avait vu. Il savait que James avait regardé à l'intérieur de son sac, même sans comprendre de quoi il s'agissait. Sans un mot, Jackson traversa la pièce d'un pas énergique, on aurait dit un bateau de guerre prenant la haute mer, toute voile dehors. Puis, sans jeter un regard en arrière, le sorcier disparut dans le couloir. « Je vous remercie de votre patience », dit Franklin à la classe en ajustant ses lunettes. « Bienvenue dans ce premier cours de défense contre les forces du mal. Je pense que la plupart d'entre vous ont reconnu mon nom et je présume que vous êtes au courant de mon passé. Je veux dès à présent répondre une bonne fois pour toutes aux questions évidentes. Oui, je suis ce Benjamin Franklin. Non, je n'ai pas réellement inventé l'électricité pour les moldus, je les ai simplement incités à regarder dans la bonne direction. Oui, j'ai fait partie du Congrès américain, bien que, pour des raisons évidentes, je n'ai pas été parmi ceux qui ont signé la déclaration d'indépendance. D'ailleurs, à l'époque, j'utilisais mon nom sous une orthographe différente, et c'est avec celui-ci que je suis passé dans l'histoire chez les moldus. Cette différenciation m'aide beaucoup quand j'ouvre mon courrier, pour organiser l'urgence de mes lettres. Oui encore, je suis au courant que j'ai mon visage sur les billets de 100 $ américains. Non, au contraire de ce que prétend le mythe, je ne transporte pas sur moi des billets que je signe pour mes admirateurs. Oui, je suis très vieux et j'ai accompli beaucoup de magie durant ma longue vie. Pour la plupart, je peux vous l'assurer, c'était bien plus ennuyeux et prosaïque que vous pourriez le croire. Non, je ne suis pas immortel, je me contente de prolonger ma vie avec quelques sortilèges personnels. J'espère que ce petit discours couvre l'essentiel de vos questions, termina Franklin avec un sourire en surveillant sa classe bondée. Il y eut un murmure d'assentiment. Parfait. À présent, nous pouvons avancer. Et je vous en prie, continua Franklin en ouvrant sur son bureau un livre très épais. Veuillez éviter les plaisanteries en ce qui concerne les Benjis. Surnom aux USA des billets de 100 $, ou également synonyme de joyeux luron. Déjà, il y a un siècle, elle ne m'amusait pas, mais à présent c'est encore pire. Je vous remercie. Tandis qu'ils traversaient les jardins pour remonter au château et aller dîner dans la grande salle, James et Ralph se trouvèrent à passer devant la cabane de Hagrid. Ils y remarquèrent la fumée qui sortait du conduit de cheminée. Aussitôt, James eut un grand sourire. Criant à Ralph de le suivre, il courut vers la porte d'entrée. « James !» beugla Hagrid en ouvrant la porte. Quand le demi-géant engloutit le garçon dans ses bras énormes, Ralph écarquilla les yeux et recula d'un pas, tout en examinant celui qui venait d'apparaître. « Salut Hagrid !» dit James d'une voix étranglée. « Je suis vraiment content de revoir un Potter à l'école. Comment vont tes parents? Et le petit Albus? Et Lily ?» « Tout le monde va très bien, Hagrid. Et vous? Où étiez-vous »
Hagrid sortit de sa cabane, referma la porte derrière lui et se mit en route. Les deux garçons le suivirent, revenant ensemble vers le château. « J'ai été dans la montagne pour rencontrer les géants. Voilà, Groupe était avec moi. Nous y allons chaque été, histoire de ne pas les laisser oublier leurs bonnes intentions. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne, mais c'est mieux que rien. Cette année, je suis resté un peu plus longtemps, parce que Gros Pou s'est trouvé une copine. Dis-moi, James, présente-moi ton ami. » Distrait par l'idée du demi-frère de Hagrid, un géant pur sang, avec une géante pour copine, James avait complètement oublié la présence de Ralph. « Oh, pardon. Voici mon ami, Ralph Diddle. Comme moi, il est en première année. Dites-moi, Hagrid, Groupe est réellement amoureux ?» Hagrid se moucha tout ému, avant de répondre avec un grand sourire. « Ah, c'est touchant de les voir ensemble, le petit bonhomme et sa belle dame. Vraiment, ils sont aussi attachés l'un à l'autre que deux hippogriffes dans un poulailler. Les géants sont très délicats pour faire leur cours, tu sais. » Ralph avait un peu de mal à suivre la conversation. « Groupe, c'est votre frère? Et c'est un géant ?»« Bien sûr, » dit Hagrid avec un sourire béat. « Mais il est encore si jeune. Il ne fait même pas 5 mètres de haut. Par contre, sa copine est de la tribu des hauts sommets. Elle est immense, plus de 6 mètres. Pas exactement mon genre de fille, bien sûr, mais Gros Pou ne voit qu'elle. Ce n'est pas surprenant, puisque le premier geste qui indique une attirance entre deux géants est d'assommer l'autre avec un rondin. Pas à dire, elle a de la poigne. Il a fallu à Groupe quasiment toute la journée pour reprendre conscience. Bien sûr, depuis, il la regarde avec des yeux de merlan frit. James hésita à poser la question, mais il connaissait déjà la réponse. « Et est-ce que Groupe a ramené sa copine ici, avec lui ?» Hagrid le regarda d'un air de reproche. « Bien entendu, ici c'est sa maison. Quand la période probatoire sera terminée, elle sera pour lui une épouse parfaite. D'ailleurs, elle s'est organisée dans les collines, au-delà des bois, une parfaite petite tanière. Et Groupe l'aide à se sentir à l'aise. » James essaya d'imaginer Groupe aidant une géante de 6 mètres à se sentir à l'aise, mais son imagination n'y parvenait pas. Il secoua la tête comme pour s'éclaircir les idées. « J'ai entendu que ton père venait à Poudlard la semaine prochaine pour une réunion, » dit Hagrid, tandis que tous trois passaient sous le porche ombreux des portes principales. « Pour rencontrer les pingouins de l'autre berge. » James s'étonna un peu de la formulation de Hagrid. « Oui, quelque chose comme ça. »« Ah, ça va être un vrai plaisir de voir ton père revenir prendre le thé avec moi, comme dans le bon vieux temps. Bien sûr, cette fois, il n'aura plus besoin de le faire en cachette. Est-ce que je t'ai raconté la fois où ton père, Ron et Hermione m'ont aidé à sauver Norbert ? » ?»« Pas plus d'une centaine de fois, Hagrid, » répondit James en riant. En même temps, il poussait les portes de la grande salle pour y entrer. « Mais ce n'est pas grave, à chaque version plusieurs détails diffèrent. » Plus tard, alors que le dîner était presque terminé, James se rapprocha de Hagrid, espérant avoir avec lui une conversation privée. « Hagrid, est-ce que je peux vous poser une question officielle en quelque sorte ? » ?»« Bien sûr que tu peux. Je ne suis pas certain de connaître la réponse, mais je ferai de mon mieux. » En regardant autour de lui, James vit Ralph assis à la table des Serpentards, près du groupe de Tabitha Corsica. La fille parlait d'un ton sérieux, son joli visage éclairé par la lueur des chandelles. Au-dessus d'elle, le ciel du plafond magique s'assombrissait, indiquant que la nuit tombait. « Est-ce que certaines personnes sont parfois envoyées dans une maison qui ne leur convient pas ?» demanda James. « Est-ce que c'est possible que le Choixpeau fasse une erreur ?» Hagrid se laissa lourdement tomber sur le banc le plus proche, qui grinça sous son poids. « Je dois dire que je n'ai jamais entendu ça, durant toutes mes années à Poudlard, » répondit-il. « Parfois, certains élèves n'apprécient pas la maison où ils sont envoyés, mais ce n'est pas une erreur. C'est juste qu'ils ne se connaissent pas bien. »« Pourquoi t'inquiètes-tu, James ? » ?»« Ce n'est pas à moi que je pense, » s'empressa de répondre James, qui détourna la tête de Ralph pour ne pas l'impliquer. « C'était juste une question d'ordre général, c'est tout. » Hagrid eut un sourire, puis envoya à James une bourrade qui le fit vaciller. « Tu es bien comme ton père, tu sais. Lui aussi s'inquiétait toujours des autres, sans penser à veiller à ses propres problèmes. Avec ça, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir des ennuis. Tout comme ton père. » Il se mit à rire,
et le son évoquait des cailloux qui dégringolaient dans une avalanche. De toute évidence, sa réflexion lui apportait un grand plaisir. « Non, le Choixpeau ne se trompe jamais. Tu verras, tout ira bien. » Mais alors que James retournait jusqu'à sa table, il croisa une fois de plus le regard de Ralph, assis tristement chez les Serpentards. Il soupira. Il n'était pas si certain que tout irait bien. Il avait toujours des doutes.